c'est le nom d'un roi de l'Antiquité chinoise, ce qui leur permet de légitimer leur pouvoir. Leur dirigeant se proclame empereur en 396 et ils s'attaquent à leur tour au peuple du Nord, construisant à leur tour de nouvelles fortifications pour protéger la Chine du Nord. Des structures qui font là aussi plus de 1000 km de long et qui sont construites sur le même modèle que celles des Han, avec murs en terre, fossés, tours et casernes. Les Xianbei, devenus Wei, deviennent donc une dynastie de plus en plus chinoise, même s'ils sont d'origine turco-mongole. Et leur participation à la construction de la Grande Muraille, c'est un élément assez important qui montre justement ce changement de mentalité et de culture. Les Wei sont d'ailleurs les premiers à reconnaître le bouddhisme du grand véhicule venu d'Inde par l'Asie centrale comme une religion d'État. Mais tout n'est pas rose et progressivement, deux entités rivales émergent au sein de l'Empire qui se disloquent. Les dynasties qui se battent entre elles pour contrôler la Chine du Nord à cette époque construisent elles aussi des longues fortifications sur le même modèle jusqu'à ce que le général Yang Qian ne parvienne à réunifier la Chine sous l'empire des Sui en 581. Entre 581 et 618, les Sui vont construire beaucoup, mais alors beaucoup de fortifications en envoyant des centaines de milliers, voire des millions de travailleurs forcés, dont un grand nombre meurent sur les chantiers. Un épisode historique qui a donc participé, faut bien le dire, à nourrir une sorte de rejet des grandes murailles dans la culture chinoise. Cette dynastie des Sui disparaît à son tour assez vite, en raison d'une guerre extérieure contre le royaume de Goguryeo, qui correspond à une partie de la Corée, de la Mandchourie et de l'extrême-orient russe actuel. Pendant près de 300 ans, les dynasties issues des steppes du Nord, qui ont adopté la culture chinoise, participent grandement au développement de la Grande Muraille. Plusieurs milliers de kilomètres de murs sont construits en quelques années grâce à la facilité de la mise en œuvre de la technique du pisé, mais aussi à l'expérience des Chinois de l'époque en la matière. Pendant les 300 ans qui suivent, de 618 à 908, la dynastie Tang ne construit pas un seul bout de muraille. Et pour cause, ils changent radicalement la gestion de leurs frontières en déléguant les postes de commandant aux frontières à des personnalités non Han, par exemple à des Turcs. La ligne défensive devient inutile puisque les responsables de ces espaces tampons entre la Chine et les peuples voisins sont capables de diplomatiquement tenir les relations en réduisant les conflits. Le 9e siècle est une longue période de déclin pour les Tang. Troubles internes et difficultés sur la frontière nord de l'Empire les font progressivement sombrer au tout début du Xe siècle. La Chine est alors à nouveau divisée, mais la dynastie Song chinoise, elle, règne sur la plus grande partie de l'ancien empire, à l'exception du nord-est, à savoir la Mandchourie et la Mongolie intérieure, dominée par les Liao, et le nord-ouest contrôlé par les Sisiyar. Sans compter les Mongols qui vont bientôt rentrer dans la partie. En gros, les Song vont avoir besoin de pas mal de motivation pour résister, et ils vont plutôt bien y arriver. Plutôt que de construire de nouvelles lignes de défense, les Song vont consolider les lignes des dynasties Qin et Han. Tout ça réduit les coûts, et les murs faits de blocs de pisé pouvaient être rapidement révisés et augmentés d'une courtine. En plus des murs de terre classiques, les Song utilisent de nombreux stratagèmes comme des murs faits de végétation en plantant des arbres, mais aussi des canaux et des lacs artificiels. Combinés à leur cavalerie, ils arriveront à contrer la cavalerie nomade pendant presque 200 ans. Mais au XIIe siècle, les Liao sont battus par une nouvelle dynastie barbare, les Jin. Après s'être emparés du nord-est, les Jin vont également repousser les Song vers le sud. Adoptant à leur tour la culture chinoise et la pratique des longues fortifications, ils vont eux aussi en construire énormément. Et ils leur apportent en plus quelques améliorations, notamment ce que l'on appelle le dédoublement. Les fortifications des Jin ne sont plus composées d'un seul fossé extérieur avec son mur, mais d'un premier fossé extérieur, d'un premier mur, d'un fossé intérieur et enfin d'un second mur. Autant vous dire que pour les traverser, va falloir s'accrocher. Les Jin ont construit des murs selon deux tracés. Un premier à environ 500 km au nord de leur capitale, Chengdu, proche de l'actuel Pékin, l'autre à 1000 km au nord, presque au sud des montagnes de Sibérie. Une particularité qui a poussé les historiens à s'interroger sur l'utilité réelle de telles fortifications. Ils ont même émis l'hypothèse qu'à cette époque, la construction de ces fortifications aurait pu devenir pour les Jin une coutume, voire une punition pour les prisonniers. Des murs qui auraient pu mobiliser jusqu'à 750 000 travailleurs en même temps. On l'a dit tout à l'heure, une nouvelle force va faire son entrée dans l'histoire de la Chine, les Mongols. Dès les années 1210, le chef mongol Genghis Khan est en guerre avec les Jin, et il connaît d'importants succès. Mais il faut attendre 1234 pour que les Jin disparaissent, quelques années après la mort de Genghis Khan. Le dernier empereur Jin,
Heizong, se suicide alors que sa capitale est assiégée. Malgré les améliorations apportées par les Jin à la construction de la Grande Muraille, celle-ci semble avoir été sans effet face à l'invasion mongole. Dans les décennies suivantes, les Mongols conquièrent le reste de la Chine et les Song, que les Jin avaient repoussés au sud, sont les suivants à succomber à l'invasion mongole. En 1279, la Chine est conquise par Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, qui renomme sa dynastie Yuan. Mais les Mongols ne s'arrêtent pas à la Chine. Ils prennent possession d'un territoire qui s'étend de la Corée à l'Ukraine, en passant par l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Comme les Song, les Yuan mongols font donc bon usage des places fortes chinoises pour les réaffecter et les utiliser à leurs avantages. Résultat, ils n'avaient pas besoin de la Grande Muraille pour se défendre. Le seul mur construit par les Yuan sera celui qui entoure leur capitale Dadu, l'actuel Pékin, avec une muraille protégeant 10 km² de la ville. J'en profite au passage, vu que l'épisode est relativement long, pour rappeler que depuis tout à l'heure, j'utilise le terme Grande Muraille pour désigner les fortifications chinoises, mais qu'à cette époque-là, on n'utilise pas du tout ce terme. Et d'ailleurs, le marchand vénitien Marco Polo, qui est présent en Chine à cette période de la fin du XIIIe siècle, et qui a laissé ses récits de voyage, a priori, il semble jamais avoir entendu parler des nombreux murs construits par les Chinois au cours de leur histoire. En tout cas, il en fait jamais mention dans ses écrits. Alors attention, ça veut pas dire que les murs n'existaient pas, mais juste que ces murs-là n'étaient pas considérés comme un ensemble. Il n'y avait pas de grande muraille. Dès le XIVe siècle, la dynastie Yuan est mise en difficulté par la révolte des Turbans Rouges, nom donné en référence au foulard rouge que portaient les rebelles. Ces révoltes, suivant des mauvaises récoltes, durent en effet plusieurs décennies et font peu à peu plonger la Chine dans la guerre civile. C'est un des généraux meneurs de la révolte, Zhu Wanshang, un Chinois, qui fonde la dynastie suivante après la prise de la capitale des Han en 1368. Il baptise sa nouvelle dynastie Ming, ce qui signifie brillant. Les débuts de cette nouvelle dynastie sont prospères. Le territoire est contrôlé par une armée efficace, qui se déplace beaucoup, et les Chinois ne construisent toujours pas de nouveaux murs. Pour l'instant. Si les Ming prennent le contrôle de la Chine, les Mongols n'ont pas complètement disparu, ils sont seulement repoussés en Mongolie et les Chinois doivent continuer de se défendre. Au départ, les Ming construisent des forteresses isolées, qu'ils relient ensuite par des murs à proximité de la capitale. On est donc sur des constructions plutôt défensives, mais plus pour longtemps, puisque après 1380, ils construisent aussi des forteresses offensives dans la steppe qui servent de base avancée pour attaquer les nomades. Au début du XVe siècle, cependant, une erreur stratégique est commise par l'empereur. A priori à cause de soucis économiques, ces places fortes sont abandonnées, permettant aux Mongols de réoccuper une partie de la Chine du Nord et de menacer sérieusement le pouvoir Ming. Pire encore, la forteresse de Tumu est perdue en 1449 face aux Mongols, à seulement une centaine de kilomètres de Pékin. L'armée chinoise est vaincue, le jeune empereur Yingzong est capturé et une partie de la cour meurt au cours de la bataille. La régence est assurée par son frère, Jingtai, qui devient encore plus intransigeant avec les Mongols et refuse toute négociation. Les Mongols ne parviennent pas à s'organiser pour profiter de leur victoire, et Yingzong est libéré et revient finalement sur le trône. Le commerce avec les Mongols va reprendre, ainsi que la pratique du tribut pour maintenir la paix. C'est dans ce contexte que les Ming construisent en 1474 leur première longue fortification, longue de plus de 900 km, pour protéger leur frontière nord-ouest. Construit en terre, ce mur fait 9 mètres de hauteur et est aussi bien garni de tours et de postes de garde. Il est nommé Tabien, qui signifie grande frontière. Et jusqu'au milieu du XVIe siècle, ce mur sera agrandi, renforcé et régulièrement entretenu par les Chinois. Au cours de la première moitié du XVIe siècle, les Ming multiplient les fortifications pour faire face à la menace mongole, d'autant plus que ces derniers se sont unis vers 1500 et se font de plus en plus menaçants. L'empereur Jiajing, qui règne à partir de 1521, n'arrange pas non plus les choses. Il déteste les barbares, se montre intransigeant envers eux et entend même refuser tout commerce entre eux et les Chinois. Privés de cette possibilité de commerce, les Mongols deviennent encore plus agressifs et prennent par la force ce qu'ils ne peuvent plus obtenir par le commerce. En 1550, un raid mongol, comme il en existe tous les ans, vient s'aventurer jusqu'à une trentaine de kilomètres à l'est de Pékin. Pendant 3 jours, les Mongols pillent et brûlent tout ce qu'ils trouvent. La catastrophe est même visible depuis le haut des murailles de la capitale chinoise. Un événement vécu comme particulièrement humiliant pour les Chinois. Dans les années qui suivent, les attaques redoublent d'intensité. Rien qu'en 1567, plusieurs dizaines de milliers de Chinois sont tués par les Mongols au cours de leurs expéditions de pillage.
Face à la menace qui grandit, il va falloir trouver des solutions. Et c'est là que l'idée émerge d'un nouveau mur, d'un nouveau genre, qui permettrait de séparer définitivement le monde chinois du monde barbare des Mongols. Une grande muraille de pierre et de briques. Les Ming commencent donc la construction de leur grande muraille de pierre et de briques en 1572. D'est en ouest, ce nouveau mur passe en Mandchourie par Liaodong, à Jitsu, au nord-est de Pékin, par Tatong, Taïwan, Yulin, puis Ningxia au bord du fleuve Jaune, Guwan et Wuwei. L'utilisation de la pierre et de la brique est la grande innovation de ce nouveau mur. Une innovation qui demande beaucoup plus de technique que la seule terre, mais aussi une main-d'œuvre beaucoup plus nombreuse. Et donc ça coûte beaucoup plus d'argent. Malgré tout, le plus souvent, le cœur de ce nouveau mur reste en terre. La brique et la pierre servent de revêtement afin qu'ils ne se dégradent pas trop vite. Comme les autres avant elle, cette longue fortification est aussi augmentée de tours et de forteresses de garnison. À la fin de la dynastie Ming, en 1644, la quasi-totalité de ce mur est achevée. Il n'y a qu'à l'extrémité ouest qu'une partie des murs est encore en terre. La fin de la dynastie se joue d'ailleurs en lien avec cette grande muraille, puisque pendant une nouvelle guerre civile, le général Wu Songwei, qui dirigeait la forteresse de Shanhaiguan, à l'endroit où la muraille rejoint la mer, laisse entrer en Chine les Mandchous. Ces derniers mettent en place la dernière dynastie impériale en Chine, les Qing, qui règnent jusqu'au début du XXe siècle. La Grande Muraille dont tout le monde parle aujourd'hui et que vous connaissez sûrement via les images que vous avez pu en voir, c'est, vous l'avez compris, ce mur des Ming de briques et de pierres. On a tous l'image hyper impressionnante de cette Grande Muraille qui va serpenter dans les collines. À tel point qu'aujourd'hui, c'est une réalisation qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est un lieu touristique important pour la Chine, puisqu'elle accueillait environ 10 millions de visiteurs par an avant 2020, parce que Covid. Mais malgré tout, la Grande Muraille n'a absolument rien d'un objet unique, d'où l'expression de longue fortification ou de cité fortifiée étendue, qui permettent de désigner toute la diversité des murs et des protections que les Chinois ont construit pendant plus de 2000 ans d'histoire. Il y a eu au cours de l'histoire chinoise de nombreux tracés différents, et si la plupart des murs semblaient tourner contre les peuples du Nord, certains murs ont aussi été construits au sud. Comme on l'a vu également, le but de ces murs n'était pas toujours défensif, bien au contraire, parfois ils avaient un but offensif pour appuyer une nouvelle conquête par exemple. Pour résumer, la plupart des idées reçues qu'on a sur cette grande muraille sont donc tout simplement fausses. Et la grande muraille ne peut pas être comprise sans toutes les autres fortifications construites avant elle et qui ont également marqué la culture chinoise. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Tony Livet et Arnaud Bertrand. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet de la Grande Muraille et sur l'histoire de la Chine en général. Merci également à Tianxi Media, notre partenaire, qui est une agence qui promeut la culture des pays de l'Asie. Ça nous permet de faire cette série sur l'histoire de la Chine et on va pouvoir continuer de nous évader un petit peu en dehors des frontières de la France et de l'Europe pour le reste de l'année. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut! Tout le monde doit rendre des comptes dans l'Égypte ancienne, selon la morale qu'observaient les Égyptiens. Le pharaon n'est pas au-dessus de toutes les règles. Il doit quand même respecter ses sujets, ne pas faire n'importe quoi, les punir à tort et à travers, ou décider de leur vie et de leur mort. Et notamment, au moment du trépas, il doit rendre des comptes dans l'au-delà. Comme les autres Égyptiens, il est soumis aussi à la pesée de son cœur. Et il rend des comptes donc auprès des dieux. Et là, on verra s'il a respecté la morale ou pas. Mais quand, après plus de 30 siècles, des coups de marteau résonnent dans le silence de la tombe, qui sait s'il n'annonce pas qu'est venu pour Toutankhamon la fin de l'éternité? La mort de Toutankhamon précède l'apothéose de l'Égypte ancienne avec l'arrivée au pouvoir de la 19e dynastie, celle de Ramsès II.
Toutankhamon ne fut-il qu'un petit pharaon sans importance? On l'a dit. Mais ce petit pharaon a incarné, sans le savoir, un moment clé de l'histoire de l'Égypte. Et plus que cela, il incarnera toujours pour l'humanité entière la fascination que continue d'exercer l'une des plus anciennes et des plus raffinées civilisations de l'histoire universelle. Bonne fin de soirée. Du nouveau sur Jésus? Oui, il est aujourd'hui légitime de se poser cette question. Car depuis le précédent numéro de Secrets d'Histoire, consacré à Jésus, de nouvelles découvertes archéologiques ont été faites. L'histoire est en perpétuel mouvement et nous apporte son lot d'étonnants rebondissements. C'est depuis la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des sites les plus visités de notre capitale, que je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle enquête sur Jésus, l'homme, le prophète, les vérités avérées par des historiens, mais aussi de nombreux mystères qui entourent sa vie et son culte. L'existence de Jésus, comme l'attestent de multiples témoignages, textes païens comme religieux, est difficilement contestable. Au-delà des mystères de la nativité et de la résurrection, qui était l'homme? Charismatique, cela ne fait aucun doute, mais aussi colérique et parfois violent contre ceux qui trahissent sa parole. Compatissant et généreux, son message va bouleverser les ordres religieux établis, mais aussi façonner de nouveaux équilibres politiques, défaire des empires et unir des peuples pour créer des nations nouvelles. Nous irons en Galilée, là où Jésus a grandi. Les archéologues ont retrouvé les vestiges d'une habitation datant du 1er siècle et qui pourrait être celle de Marie et Joseph. Jésus a probablement joué dans la cour de la maison avec les enfants qui habitaient dans cette maison. À quoi ressemblait Jésus? Était-il grand, petit, brun ou blond? Le Jésus blond aux yeux bleus, il a jamais existé. De nouvelles technologies ont aidé les scientifiques à lever le voile sur son apparence physique.
nous suivrons Jésus sur les routes de Galilée, accompagné de nombreuses femmes. Parmi elles, Marie-Madeleine. Il y a un rapport très fort entre lui et elle, et les évangiles ne pouvaient pas le gommer. La science peut-elle expliquer aujourd'hui certains miracles qu'on lui prête? Jésus était-il un guérisseur exceptionnel? Après le célèbre repas de la Cène, Judas trahit Jésus. Judas, pauvre Judas. Des thèses s'affrontent. S'agit-il d'une trahison ou d'un plan concerté entre les deux hommes? Et comment peut-on expliquer ce qui est peut-être l'un des plus grands mystères de l'histoire de Jésus, la disparition de son corps et l'épisode de sa résurrection qui donne naissance au christianisme? Comment ce message, entouré d'événements surnaturels, se répand-il à travers le monde? Qui sont les premiers chrétiens et comment vivent-ils leur foi? Un autre baptême que celui de Jésus a marqué notre histoire. Celui de Clovis, chef de guerre franc. Un opportuniste qui fait ainsi main basse sur un territoire appelé à devenir la France. Les mystères qui entourent la vie de Jésus suscitent l'intérêt des chercheurs. Des découvertes récentes apportent de nouveaux éléments et avec eux, de nouvelles questions. C'est le plus grand mystère de la foi chrétienne, celui de la résurrection d'un prophète juif nommé Jésus. Crucifié, son supplice ne fait aucun doute. La résurrection de Jésus passionne autant les croyants que les chercheurs. Où le corps a-t-il été déposé après sa crucifixion? Plusieurs lieux le revendiquent. Pour l'Église, c'est ici, où se dresse aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem sur le mont Golgotha, que le corps de Jésus aurait été inhumé après son agonie sur la croix. Il a été mis dans un tombeau avec des aromates, avec des soins mortuaires, mais 2 jours plus tard, le jour de Pâques, il est ressuscité. Des recherches récentes effectuées au cœur du Saint-Sépulcre laissent planer le doute sur le fait que ce soit bien l'emplacement exact du tombeau du Christ. Dans les travaux qui ont été faits l'année dernière, la prospection